Salut à tous et à toutes, ravi de vous retrouver ce vendredi 5 décembre 2025, dernier numéro de ce grand journal pour cette semaine et dernier numéro pas pour le mois de décembre, mais pour cette première semaine du mois de décembre, depuis les studios de Swag Radio pour présenter ce grand journal. Early Tutorelas, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24 sur Alexa. Il faut juste passer la commande Alexa. Alexa Open Swag Radio. Swag Radio, avec vous partout, chez vous, tous les jours, 24 heures sur 24. Swag Radio, on air avec du style. Mange avec beaucoup de style à Brothers Café Créole au 299 Main Street, Everett. Chiffre le 617 294 14 25. La cuisine haïtienne est sans limite à Brothers Café Créole. Pour rester bien informé, c'est P-News. Les infos à la vitesse de la lumière. P-News, votre référence en matière d'information sur Facebook et sur WhatsApp. Swag Radio sur Facebook, Swag Radio sur YouTube. Très bientôt, Swag Radio dans les smartphones et Swag Radio sur TikTok. Tout de suite, voici les infos. Le ton se durcit au sein de la société civile haïtienne. Le Conseil des organisations pour le renouveau politique, la paix et le développement, COREPAD, par la voix de son président Wilson Joseph, s'est fermement opposé à l'idée de tenir des élections piquées-collées dans le contexte actuel. L'organisation estime qu'aucun scrutin crédible ne peut être réalisé tant que les conditions minimales de sécurité, de gouvernance et de transparence ne se sont pas réunies. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Dit que faut que les États-Unis d'Amérique, avec toute l'autre communauté internationale là, comprennent que nous sommes pays, ils doivent respecter nous en tant que peuple. C'est-à-dire, dans la décision qu'a pris là aujourd'hui, 9 monsieur Sayo, qui est président Didier Alix Fizebe, nous tous comprenons comment l'international là a accouché dans l'ingérence. Mais c'est peut-être ça, je dis à nous venir pour nous dire que nous te dit le pas marcher et le pas marcher. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de venir avec une solution sous poudrage parce que le pas marcher. On pose des questions pour demander est-ce que ce n'est pas nous? Non, ce n'est pas nous qui l'a. Parce que nous connaissons tête nous. Les gens qui ont encore pas Dieu, ils connaissent tête. Ils connaissent comment ils doivent traiter avec l'international là. Je dis à peuple haïtien, le dilemme nous ce n'est pas aujourd'hui à nous en dedans. C'est de 87 à aujourd'hui à nous en dedans problème ça. Et me garantis nous que COREPAD a bataille pour nous sortir pays dans ça nous là. Ça veut dire que l'ingérence n'a pas arrivé pour nous des élections comment contester. Nous tous songer. C'est vieille élection contester ça yo qui portait nous là. Nous-mêmes en dans COREPAD nous réclamer ça des élections libres, honnêtes, démocratiques, cela veut dire non contestées. Mais avec les 9 monsieur, nous parlons déjà, nous dit ça nous souhaitons. Nous dit que nous pouvons pas ordonner pour ce PT à voyer Didier Alix Fizeme aller pour venir avec un premier ministre et premier ministre ça c'est lui-même qui pral ça fait une table de dialogue pour vider contentieux que haïtiens gagnent entre eux-mêmes et puis après Haïti, diplomatie. La diplomatie haïtiano-colombienne s'est enrichie d'un nouveau chapitre le jeudi 4 décembre 2025 alors que Mme Vilma Rocio Velasquez Uribe, nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Colombie, a officiellement présenté ses lettres de créance aux autorités haïtiennes lors d'une cérémonie empreinte de solennité et de courtoisie diplomatique. La cérémonie organisée au Palais National s'est déroulée en présence de hautes personnalités de l'État, de représentants du ministère des Affaires étrangères et des membres du corps diplomatique, accrédités à Port-au-Prince, dans un échange respectueux et chaleureux. La nouvelle ambassadrice a réaffirmé l'engagement de la Colombie à renforcer ses liens historiques et de coopération avec Haïti, notamment dans les domaines de la sécurité, de la culture, et de l'agriculture et de la formation professionnelle. Écoutons un extrait dans ce grand journal.
Je dis pour représenter la Colombie. La constitution de la Colombie dit nous devons travailler pour aider la Colombie à s'amarrer avec les Caraïbes. La Colombie, c'est les Caraïbes. Haïti, c'est une partie de nous. Comme vous connaissez le président Pedro, qui a un amour spécial pour Haïti, et moi-même tout. Nous-mêmes pour servir Haïti, pour la relation des pays. Nous-mêmes, c'est fait. Et nous reconnaissons l'importance historique de Haïti en l'histoire de Latinoamérique. Et nous respectons Haïti à pile. So, comptez avec moi pour ça que besoin. Merci. Si vous avez une question. Oui, de quel domaine est-ce que vous allez coopérer avec les autorités haïtiennes? Nous déjà avons une coopération à niveau de sécurité. Nous formons la police actuellement, que 23 polices. Nous pourrons former 400 policiers. 23 de... Parlons de la Semana à Londres. Le Semana fait entendre la voix d'Haïti. Le DG Éric Prévost Junior dresse le bilan de la 34e Assemblée générale de l'Organisation maritime internationale. La délégation du service maritime et de navigation d'Haïti, Semana, a pris part avec éclat à la 34e Assemblée générale de l'Organisation maritime internationale, OMDI, tenu récemment à Londres, un rendez-vous stratégique réunissant des décideurs du secteur maritime mondial. À la tête de la délégation, le directeur général Éric Prévost Junior s'est montré particulièrement engagé, portant en haut les intérêts maritimes d'Haïti dans un contexte international marqué par des enjeux de sécurité, d'innovation et de durabilité. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Tout d'abord, il faut que je dise raison qui fait que nous avons conférence de presse. C'est parce que tu as une délégation que moi-même, Éric Prévost Junior, directeur général du Semana, tu es dans tête, tu es allé à Londres à participer à la 34e Assemblée générale de l'Organisation maritime internationale. Et 34e Assemblée générale qui était faite du 23 novembre au 3 décembre 2025. Et il faut que nous disions tout d'abord, nous remercier les membres du CPT, les différents présidents, et spécialement le président Laurent Saint-Cyr, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, et notre ministre de tutelle et ministre des Travaux publics là, Raphaël Osti, et ministre des Affaires étrangères à tout, qui ont toutes permettent que Semana a participé, a représenté Haïti dans la 34e Assemblée générale Organisation maritime internationale. Et aussi, il faut que nous remercions l'ambassadrice Anaïs Manuel, qui est ambassadrice Haïti dans le Royaume-Uni et Irlande, et c'est lui-même tout qui représente Haïti dans l'Organisation maritime internationale. Et support li, dévouement li, te permettre que nous te bien représentés dans la 34e Assemblée générale. Et il faut que nous disions que, en dehors de l'activité 34e Assemblée,
et côté que l'OMI te gen en pile activité et te gen élection tout pour 40 membres de 3 membres conseil yo. Et nous connaissons que gen conseil A, B, C et gen 10 dans premier A, 10 dans deuxième nan et 20 dans troisième nan. Et à part élection ça yo, te gagné pour nous mêmes qui était dans tête délégation Haïti a, te gagné pile rencontre bilatérale qui était faite avec différents homologues et de l'autre pays qui étaient représentés pays yo comme autorité maritime. Nous connaissons que autorité maritime. Haïti en sécurité, c'est dans un silence lourd, chargé de larmes et de recueillement que la communauté de Mort-Monnery et l'ensemble du département de l'Artibonite ont accompagné la dépouille de Henri-Claude Blanc, affectueusement surnommé Kina. Le jeune homme fauché par les balles alors qu'il faisait face aux membres du gang taliban laisse derrière lui un vide immense, mais aussi un symbole, celui d'un courage qui refuse de mourir. Sous un ciel voilé comme en deuil, des flambeaux brillaient faiblement sur les étoffes grises du cortège funèbre. Les habitants profondément touchés se sont rassemblés pour rendre hommage à celui qu'ils considèrent désormais comme un martyr de la résistance locale. Des pleurs étouffés, des chants funèbres et une même conviction partagée. Guinée est tombé, mais sa mémoire continuera de se dresser contre la peur, quand on l'extrait dans ce grand journal. By gang. Et c'est dans la bataille ça tombé pour qui ça parce que malheureusement l'État doit prendre responsabilité. L'État qui doit prendre charge, l'État qui est là pour servir et protéger la police. Malheureusement, c'est citoyens civils qui sont obligés de faire ça. Et dans la communication, dans la relation de guerre avec Henri-Claude Blanc et Guinée qui est là, et monsieur pas obligé de prendre ça. Dans la ligne mission, dans l'éducation parents déballée. Et nous entendons monsieur parler. Monsieur va être obligé de prendre ça. Pour qui ça me fait prendre ça, c'est parce que l'État, à travers la police, était bois croisé, qui fait monsieur était obligé de prendre ça pour défendre la communauté. Et nous, ce n'est pas seulement Guinée. Nous avons d'autres monde qui tombent dans la bataille. Et nous-mêmes, comme magistrat, comme oui, et nous avons sonné cri d'alarme pour nous dire, je dis encore, bandits, yo sous commune oui, y a ferraillé et dernière fois yo attaqué Ponsondé, yo attaqué l'Ester, nous te ouais des GPN à ça te dit, yo pas en mode défensif, yo mode offensif. Malheureusement sous le département de la Tibonite nous ouais c'est défendre et pas même la police et c'est population civile là autodéfense qui défendre tête et pas même un moyen demander avec l'État dans le recommandement de la police, c'est pour envoyer moyens pour débattre pour nous batailler parce que l'avantage de sous zone ça, les gens ne pas lâche. Je dis en Guinée tombé, c'est parce que le patron lâche. Et moi je pense que plus gros hommage. Nous avons Guinée, c'est pas quitter mon oui, rester en bas mais gang taliban yo, c'est pas quitter Ponson de tomber, c'est pas quitter les 7 tomber. C'est plus gros hommage nous avons Guinée parce que monsieur c'était un projet de gain, c'était bataille pour la caille. Pendant n'a encouragé les qui a fait vigilance pour continuer à faire résistance, mais n'a demandé pour l'État prendre toute disposition parce que zone ça même si on dit pour Port-au-Prince, si n'a dit Balatibonite là et 90% dans mes gangs là. Je dis seulement 5 maps comme espace avec Verrette qui est au Atibonite qui est plus ou moins safe. Mon oui, si c'est porte d'entrée sud Saint-Marc, gang là dans la bataille taliban. Et Ponsondé qui c'est porte d'entrée nord Saint-Marc, gang là dans la bataille. Donc nous pas comme si c'est leur vie envahir Saint-Marc, c'est les tout qui fin brûler, c'est les tout monde mourir à fond diligence. Nous pas comme ça, mais n'a demandé pour DGPNH là, recommandement CPTA. Parlons du système migratoire haïtien. La modernisation du système migratoire haïtien franchit une nouvelle étape. La direction de l'immigration et de l'émigration, DIE, a présenté officiellement le jeudi 4 décembre 2025 le projet pilote I4, une carte numérique innovante destinée à remplacer
Définitivement, les traditionnels formulaires papier d'embarquement et de débarquement, cette nouvelle carte électronique pensée pour faciliter le passage aux frontières, marque un tournant majeur dans la gestion des flux migratoires en Haïti. Elle permettra non seulement de réduire les processus manuels, source de lenteur et d'erreurs, mais aussi d'offrir à l'État un outil moderne pour contrôler et suivre et analyser les mouvements de passagers entrant et sortant du territoire. Écoutons un extrait dans ce grand journal. De la présentation de ce nouveau produit qu'est la ICAT. Je me réjouis de la présence des plus hauts dignitaires de l'État, des représentants de la communauté internationale, des représentants des lignes aériennes qui n'ont pas manqué de rehausser l'éclat de cette activité et en ont fait un événement majeur. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous adresser du fond du cœur ma plus sincère remerciement pour votre précieuse présence. Je saisis cette occasion pour rendre un hommage public et bien mérité à son Excellence Alix Didier Fils-Aimé, qui a fait de la ICAT, dès sa présentation, son projet chéri, ainsi qu'au ministre de l'Intérieur, M. Paul-Antoine Bien-Aimé, qui a pris toutes les dispositions nécessaires à sa concrétisation. Sans le soutien indéfectible de ces deux autorités, l'événement d'aujourd'hui n'aurait pu voir le jour. Nous sommes ici présents autour d'un projet ambitieux, majeur, porteur et qui a tenu à cœur la DIE depuis mon avènement à la tête de l'institution. Un projet qui ambitionne de révolutionner la gestion et le contrôle du flux migratoire et des voyageurs sur le territoire haïtien. De Rochef pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio avec Erlich Torelas depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Alexa Open, Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Pour rester bien informé, c'est P-News, les infos à la vitesse de la lumière. P-News, votre référence en matière d'information sur Facebook et sur WhatsApp. Mangez des plats appétissants et succulents à Bordeaux Café Créole au 299 Main Street Everett, chiffre le 617 294 1425. Bordeaux Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. Et Swag Radio sur Facebook, sur YouTube. Swag Radio très bientôt dans les smartphones. Et Swag Radio très bientôt sur TikTok. Une enquête indépendante publiée au Royaume-Uni conclut que le président de la Russie, Vladimir Poutine, porte la responsabilité morale de la mort d'une Britannique de 44 ans, survenue en 2018. La victime aurait succombé après avoir été exposée de manière collatérale à l'agent neurotoxique utilisé pour tenter d'espionner un ex-agent double russe. Le reportage est signé Radio-Canada. Le 6 mars 2018, l'agent double russe Sergei Skripal et sa fille Yulia sont retrouvés inconscients mais vivants sur un banc de parc de Salisbury dans le sud de l'Angleterre. Les deux ont été empoisonnés au Novichok, un puissant agent neurotoxique qui a été développé par la Russie à la fin de la guerre froide. 4 mois plus tard, Dawn Sturges, une mère de famille de 44 ans, n'aura pas la même chance. Elle meurt après s'être aspergée du contenu d'un flacon de parfum retrouvé dans les poubelles par son compagnon. Le flacon avait en fait été abandonné là par les agents russes chargés d'éliminer Sergei Skripal. Il contenait le Novichok en quantité suffisante pour tuer des milliers de personnes. Dawn Sturges died an innocent victim. Dawn Sturges est la victime innocente de ce complot incroyablement imprudent mené par des agents russes sans scrupules, dit le responsable de l'enquête sur sa mort. Those who authorized the mission. Ceux-ci ont de toute évidence agi avec l'accord de leurs supérieurs, dont Vladimir Poutine, ajoute-t-il. Le président russe porte la responsabilité morale de la mort de cette citoyenne britannique sans histoire. We are also summoning the Russian ambassador.
Le gouvernement britannique a immédiatement convoqué l'ambassadeur russe et annoncé des sanctions contre l'ensemble du renseignement militaire russe, le GRU. Moscou a toujours nié son implication dans l'affaire. Le premier ministre britannique a de son côté déclaré que la mort de Don Sturges rappelle une nouvelle fois le mépris du Kremlin pour la vie d'innocents. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. Nous irons en Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a procédé à une nouvelle nomination majeure au sein de son appareil sécuritaire et politique en désignant Roman Goffman à un poste clé du gouvernement. Poste à préciser si nécessaire, cette décision intervient dans un contexte de fortes tensions régionales et de débats intenses au sein de la société israélienne. Selon les informations communiquées par le bureau du Premier ministre Roman Goffman, une figure réputée pour sa fermeté sur les questions de sécurité, aura pour mission de renforcer la coordination stratégique, d'améliorer la réponse opérationnelle face aux menaces émergentes et de consolider les relations entre les différentes branches gouvernementales impliquées dans la sécurité nationale. Le reportage est signé I24 News. C'est le possible nouveau visage du Mossad, les services secrets israéliens. Roman Goffman a été nommé directeur de l'agence par Benjamin Netanyahou. Les deux hommes sont proches. Roman Goffman est le secrétaire militaire du Premier ministre israélien. Sa nomination doit être validée par le gouvernement et la Cour suprême. Né en Biélorussie en 1976, il fait son alia à l'âge de 14 ans. Se définit lui-même laïque, mais étudie pourtant à l'école de préparation militaire d'Eli, au lieu du sionisme religieux. Lorsque j'ai réalisé que je ne connaissais pas par cœur l'hymne national de l'État d'Israël, la Tikva, cela m'a secoué. J'étais sur le point de devenir officier dans l'armée israélienne et j'avais de si grandes lacunes. C'était le vide que je traînais depuis mon alia. Il gravit ensuite les échelons au sein de Tsahal, de combattant à chef d'état-major du Kogat, le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires. Il est aussi le plus haut gradé de l'armée israélienne blessé lors des massacres du 7 octobre 2023. Lors de la guerre qui s'ensuit, il se démarque en prônant la mise en place d'un gouvernement militaire dans la bande de Gaza, une position qui tranche l'état-major de Tsahal y est résolument opposé. Un parcours quasi parfait, pourtant émaillé de zones d'ombre. Alors chargé de la surveillance de la frontière syrienne, il aurait enrôlé un civil mineur dans une opération d'influence non autorisée. Résultat, l'adolescent est condamné pour espionnage. Roman Goffman reçoit un avertissement. Il devrait prendre ses fonctions en juin 2026. L'armée américaine reprend ses frappes sur les narco-boats, tuant 4 personnes. Lors de la dernière opération, le commandement sud des États-Unis a repris ses frappes meurtrières contre un narcotrafiquant présumé, tuant 4 personnes, alors que la campagne antidrogue du Pentagone fait l'objet d'un examen minutieux de la part des deux parties. Le reportage est signé Euronews. L'armée américaine a de nouveau détruit un bateau transportant de la drogue dans le Pacifique Est. 4 hommes ont été tués selon le Pentagone. L'opération a été menée par le commandement sud basé en Floride sur ordre du secrétaire à la guerre Pete Hegseth, qui fait personnellement l'objet d'une surveillance accrue en raison d'opérations militaires similaires menées contre des bateaux de contrebande de drogue présumés qui ont fait au moins 87 morts depuis le début de cette campagne. Lors d'une audition à huis clos jeudi au Congrès, l'amiral Bradley, le commandant qui a mené l'attaque du 2 septembre dernier, au cours de laquelle 2 survivants de la première attaque ont été tués lors d'une seconde frappe, a déclaré qu'il n'avait pas reçu l'ordre de tuer toutes les personnes à bord. Selon l'administration Trump, les États-Unis sont en guerre contre les cartels de la drogue et cela justifie le recours à une telle force. Les États-Unis ont déplacé d'importantes forces navales, dont leur porte-avions Gerald Ford, près du Venezuela. Ils ont aussi fermé son espace aérien et menacé de frappes à l'intérieur du pays. Le Venezuela est une source importante de drogue et d'immigration clandestine et Washington a désigné le président de longue date, Maduro, comme le chef du cartel Tren de Aragua. Le président russe Vladimir Poutine est arrivé depuis hier en Inde pour une visite de 2 jours destinée à entretenir la coopération bilatérale, notamment en matière de défense et de commerce, à l'heure des sanctions imposées par les États-Unis à l'Inde pour ses achats de pétrole russe.
Le reportage est signé France 24. Le tapis rouge est déroulé sur le tarmac de l'aéroport Indira Gandhi. Vladimir Poutine, qui voyage peu, se rend en Inde pour la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine, avec en tête l'idée de renforcer encore plus les liens entre Moscou et New Delhi. Je tiens à souligner que nous visons à porter la coopération avec la République populaire de Chine et la République de l'Inde à un niveau qualitativement nouveau grâce au renforcement de sa composante technologique. De nombreux projets conjoints dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie, de l'espace, de l'agriculture s'inscrivent dans cette optique. Pékin et New Delhi sont devenus des partenaires vitaux pour Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine. L'Inde en particulier, pays le plus peuplé de la planète, est un marché de choix pour le gaz et le pétrole russe. En 2021, les échanges bilatéraux entre les deux pays s'élevaient à 11 milliards d'euros. 4 ans après, ils ont presque été multipliés par 5 pour atteindre 60 milliards. Un bond qui s'explique presque entièrement par les importations énergétiques indiennes. Mais depuis quelques mois, les achats indiens reculent. Washington reproche à New Delhi de financer l'effort de guerre russe et menace de maintenir des tarifs punitifs sur les produits indiens. Naviguant entre les deux puissances, Narendra Modi, qui a l'ambition de faire de son pays un champion géopolitique, pourrait en profiter pour rééquilibrer sa balance commerciale avec Moscou. L'Inde n'occupe aujourd'hui que 2% des importations russes et souhaiterait pouvoir écouler ses automobiles, ses produits électroniques, alimentaires ou encore son textile en Russie. En échange, Vladimir Poutine tentera d'entériner des nouvelles livraisons d'armes à l'Inde, un pays qui en achète beaucoup et qui se fournit auprès de Moscou depuis les années 50. Système S-400, coproduction de chasseurs Sukhoi 57, les discussions seront nourries, mais c'est bien New Delhi qui a diversifié ses fournisseurs et renforcé sa production nationale qui a aujourd'hui l'embarras du choix. Le tapis. Traité de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, sous l'égide des États-Unis, un pas décisif vers la fin des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda vient d'être franchi. Le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame ont signé le jeudi 4 décembre à Washington un accord de paix historique destiné à mettre fin à des années de conflits, de méfiance diplomatique et d'instabilité de la région des Grands Lacs. Le reportage est signé Africa News. Un important jour pour l'Afrique et pour le monde, c'est ainsi que le président américain Donald Trump a qualifié la signature jeudi à Washington de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. C'est l'aboutissement des négociations entamées depuis des mois entre les deux pays sous l'impulsion des États-Unis. Le texte doit permettre le retour à la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus à l'Institut américain pour la paix afin de signer un accord historique qui mettra fin à l'un des conflits les plus longs au monde, qui a fait plus de 10 millions de morts. Aujourd'hui, nous nous engageons à mettre fin à des décennies de violence et d'effusion de sang et à entamer une nouvelle ère d'harmonie et de coopération entre la RDC et le Rwanda. Je tiens à remercier ces deux dirigeants courageux. Ce sont vraiment des dirigeants courageux. Ce sont deux personnes formidables, le président Tshisekedi de la RDC et le président Kagame du Rwanda. Ce sont des personnes extraordinaires qui m'ont raconté des histoires incroyables. Ces deux hommes sont très intelligents et je pense qu'ils s'apprécient beaucoup. J'ai passé du temps avec eux. Je pense qu'ils s'appréciaient. Je pense qu'ils ont passé beaucoup de temps à s'entretuer et maintenant, ils vont passer beaucoup de temps à s'embrasser, à se tenir la main et à profiter économiquement des États-Unis comme le font tous les autres pays. Le président rwandais Paul Kagame a déclaré qu'il y aura des hauts et des bas, mais que son pays ne manquera pas à ses obligations. Même son de cloche pour son homologue congolais Félix Tshisekedi, qui s'est aussi engagé à mettre en œuvre l'ensemble des obligations contenues dans le texte. C'est la fin de ce grand journal pour ce vendredi 5 décembre 2025. C'est le week-end, mais il fait froid sur Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Couleur du temps pour ce aujourd'hui.
Température pour aujourd'hui, température actuelle 12 degrés Fahrenheit pendant la journée. Le mercure montera jusqu'à environ 27 degrés Fahrenheit, moins 3 degrés Celsius. À l'entour de 15 heures, puis se stabilisera autour de 24 degrés, 26 degrés Fahrenheit pour ce aujourd'hui, mais pour cet après-midi, à 6 heures, 24 degrés Fahrenheit, 7 heures, 24 degrés Fahrenheit, 8 heures, 25 degrés Fahrenheit, et 9 heures, 24 degrés Fahrenheit, et 10 heures, 26 degrés Fahrenheit, 11 heures, 26 degrés Fahrenheit. Vous présentez ce grand journal, Erlich Torelas, depuis les studios de Swag Radio, à la capitale des grandes écoles du monde. Eh bien, Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude pour bien manger. C'est à Blondeuse Café Créole, au 299 Main Street Everett. Chiffrez le 617, 214 14 25. Alexa Open Swag Radio, écoutez Swag Radio 24h sur 24. P-News, pour rester bien informé, sur WhatsApp et sur Facebook. Retrouvez Swag Radio sur YouTube, sur Facebook, très bientôt dans les smartphones. Swag Radio, très bientôt sur TikTok. Pour présenter le grand journal Erlich Torelas, depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde. Joyeux vendredi, joyeux week-end. Rendez-vous c'est pour lundi. Au revoir, mais n'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. À lundi.